Alors, sur la première question, donc là, en fait, la régulation du Léman, elle dépend d'une infrastructure, du barrage du Seget, qui est situé pas très loin d'ici, d'accord, et qui vraiment permet de réguler le Léman quasiment au centimètre près pendant toute l'année. Donc, le mécanisme de régulation, il est extrêmement bien défini. Et cet accord, il résulte en fait donc de cet acte cette modalité de gestion, elle résulte de cet acte intercantonal, d'accord, avec une gestion donc, qui dépend effectivement d'opérateurs suisses et de cet acte intercantonal défini par les Suisses. Donc, longtemps, la France ne s'y est pas beaucoup intéressée. Et à présent, on voit que ça change pas mal. Mais l'intégration, ça c'est une question clé. C'est une question qu'on a eu dans le projet également. Les Français eux-mêmes nous ont demandé mais pourquoi est-ce que la France n'est pas impliquée dans la régulation du Léman. Et ça c'est une question pour laquelle on a dû beaucoup fouiller en fait. On a même été dans les archives du Conseil fédéral suisse. Et on a retrouvé un message en fait du Conseil fédéral suisse du début des années 80, juste avant en fait le lancement de la construction du barrage du Seget, où en fait on a la diplomatie suisse qui dit on a eu un échange diplomatique avec la France pour demander si la France serait intéressée par le financement de l'infrastructure, donc de cette nouvelle infrastructure de régulation. On n'a pas eu de retour. Et au final, en tant que le message du Conseil fédéral, c'est de ne pas trop chercher à avoir un retour. Donc on voit que la Suisse, à ce moment-là, début des années 80, elle a quand même eu un peu cette posture de dire, au final, bon, on n'a pas beaucoup de réactions, parce que la France n'a pas forcément son intérêt pour le moment, en tout cas. On ne va pas beaucoup pousser pour en avoir une. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Après, comment est-ce que la France pourrait être intégrée? Il y a d'une part la gestion d'infrastructures, le financement des infrastructures, qui pourrait être faite. Aujourd'hui, c'est une infrastructure qui repose sur la partie suisse uniquement, qui est opérée par SIG. Donc là, on pourrait y voir aussi une façon. Gilles, peut-être toi, tu as aussi des infos là-dessus? Ouais, je pense que c'est important de dire à tout le monde, même si c'est encore en discussion diplomatique, ce qui est actuellement la voie suivie, c'est en gestion ordinaire, on a uniquement les Suisses qui donnent une information à des observateurs désignés côté français. Comme la gestion ordinaire a l'air de plaire à tout le monde depuis des années et puis que ça semble aller correctement là-dessus, la France n'a pas encore effectivement de bons conseils à venir donner. Par contre, quand on est en train de sortir du ruban de gestion ordinaire, donc on est en train d'entrer dans ce qu'on appelle un niveau de vigilance, vous avez ça en France pour les arrêtés sécheresse, vous avez 4 niveaux, là pour le Léman on fixerait 2 niveaux non ordinaires, un premier qui est vigilance. Alors là, ce seraient des techniciens désignés donc de l'État français en particulier qui viendraient comme partie prenante en fait à la discussion sur la gestion du Léman. Et puis si on arrive à l'état de crise, là c'est les 2 États qui désignent les gens qui doivent évidemment discuter. Donc pour le moment c'est ça. Après je crois 7 séances techniques de discussion entre nos collaborateurs suisses et français, on en est là. Et maintenant, il faudrait passer à l'analyse juridique de ce que ça veut dire, comment intéresser la partie qui n'est pas pour le moment prenante à l'accord, justement comment juridiquement faire les choses pour que le dispositif il soit efficace et puis qu'on continue à gérer correctement. Il faut par contre savoir que, alors peut-être que Fabio R au niveau SIG peut aussi préciser les choses, au niveau du barrage du Seget, donc, qui est l'ouvrage qui a été payé par les Genevois, en particulier, je pense, par les 3 cantons. Et par les 3 cantons. La France n'a pas participé, c'est comme pour la nappe du Genevois, la France n'a pas participé à l'usine de réalimentation. Donc il y a souvent ce mécanisme, la Suisse finance et puis la France participe volontiers. Voilà, donc il y a encore cette question-là à régler, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des coûts derrière, des amortissements en fait encore à reprendre si on ouvre la discussion, et ça on doit faire l'analyse juridique. Voilà, donc je pense autant préciser à tout le monde que l'accord cadre il est prêt depuis une année sur le Rhône, on pourrait probablement le signer, mais évidemment que la négociation française, c'est tant qu'on n'est pas partie prenante à l'accord sur le Léman, on ne signe pas l'accord cadre. Ce qui est bien dommage parce que ça crée une tension sur quelque chose qu'on a quand même abouti au niveau diplomatique. Et puis globalement, comme à l'étranger, on se présente comme des pays capables de donner des tas de conseils à toute la planète, autant la Suisse que la France, c'est idiot qu'on soit les seuls à ne pas avoir un accord sur le Rhône.
Donc le barrage du Seget, il date des années 1980 ? C'est 1984, non? Mise en service 1995. 95, mais décision 84. 84. Mais alors du coup, il y avait quoi avant? Parce qu'il y a des installations qui ont l'air plus anciennes à côté. Alors peut-être vous pouvez répondre à cette question. Donc avant, il y avait la régulation du lac qui était faite par ce qu'on appelle le pont de la machine. C'était des rideaux en bois qui plongeaient dans l'eau et qui étaient accédés manuellement par des collaborateurs de SIG qui les montaient, qui les descendaient pour faire la régulation du lac. Le fameux accord intercotonal de 1984, il a été fait pour la construction du barrage du Seget, mais il y en avait déjà un avant qui date de 1875. Donc il y avait déjà un accord intercotonal pour la régulation du lac Léman. Quand il a été renouvelé, c'est juste le Conseil fédéral s'est tourné vers la France en disant « Est-ce que vous voulez y participer ?» Mais y participer, ça voulait dire financer la construction du barrage du Seget. C'est là qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enthousiasme à financer le barrage du Seget. Donc finalement, le barrage du Seget, c'est un robinet. Le robinet qui a coûté 250 millions. Donc c'est ceux qui ont payé le robinet qui ont le droit de l'actionner. Et ceux qui ne l'ont pas payé, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Et historiquement... Il y a l'entretien, excusez-moi, il y a encore là, parce qu'il y a le coût initial, mais maintenant il y a tous les investissements et tout l'entretien, donc il y a plusieurs centaines de milliers de francs par année qui sont partagés entre les trois cantons, qui continuent à financer le fonctionnement, l'entretien, le renouvellement, les investissements sur le barrage du Seget. Et ça aussi, pour l'instant, la France ne met pas dedans d'investissement ni d'argent pour l'entretien. Ce que Christian a dit tout à l'heure, je le reconfirme ici, le canton de Genève est en position d'articulation pour tout le Rhône, parce que en fait, c'est nous qui héritons des accords sur l'amont du bassin versant, et c'est nous qui sommes les plus concernés par la coordination et la coopération avec la France. Actuellement, si on avait 5 accords pour tout gérer, ça nous arrangerait, ça ferait que 5 groupes de pilotage au lieu d'en avoir 40. Donc actuellement, moi dans mon administration, j'ai nommé une personne à plein temps, uniquement pour la coopération transfrontalière, tellement on a de discussions chaque semaine sur tous les 40 accords qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc ça coûte aussi beaucoup à Genève d'être, entre guillemets, cette rotule ou cette articulation, pour pas dire le diplomate en chef. Donc voilà. Pour ne pas dire diplomate en chef, parce que ce qui est intéressant justement, c'est la posture en fait, de notre office fédéral, qui est l'office fédéral de l'environnement, qui est chargé de ces questions-là, donc pas d'énergie, de l'environnement, qui eux ont des toutes petites structures, très belles capacités, qui ne sont pas forcément en première ligne comme peut-être le canton justement. Donc ça, c'est aussi le résultat d'un système politique qui est basé sur une délégation des compétences au canton, mais néanmoins, sur ces enjeux diplomatiques, aujourd'hui c'est le canton de Genève qui est en première ligne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le premier acte intercantonal pour la régulation du Léman résulte en fait d'une bisbille entre les cantons en 1884. Où là, on a vraiment les cantons, notamment beaucoup d'activités industrielles qui se sont déroulées dans le périmètre de Genevois, du petit lac Genevois, qui a amené en fait à une élévation des niveaux du Léman. Et donc les cantons de Vaud et Valais qui ont attaqué au tribunal fédéral le canton de Genève. Et c'est sur la base en fait, de cet arrêté-là, en fait, de ce processus-là, que la négociation s'est instaurée, qui a mené au premier accord, acte intercantonal pour la régulation du Léman, et donc aussi au financement du pont de la machine comme première infrastructure. Ok, peut-être qu'on peut passer à cette question, parce que vous en parlez pas mal. Est-ce que tu peux l'expliciter? Vas-y Jean-Christophe. Donc en fait, au niveau des accords cadres, donc qu'est-ce qu'on n'a pas très bien compris? Donc qu'est-ce qu'on entend par accord cadre et quels sont les critères éléments qui peuvent convenir? Et alors, ça va avec ça? Oui, après il y avait la suite, c'était comment contrôler l'application des accords. Et quel retour avons-nous sur les accords quel retour passés? on peut avoir sur les accords qui ont été passés sur d'autres fleuves, Rhin ou Danube par exemple? Alors, sur l'accord cadre, je vais aussi laisser parler Gilles, parce que lui a été impliqué, mais on ne parle pas tout le temps d'accord cadre quand on parle de modalités de coopération transfrontalière. Donc si on parle de cadre, à mon avis, mais sous contrôle de Gilles, c'est qu'on parle de chapeauter en fait, des instances qui sont d'ores et déjà existantes, mais pas forcément d'avoir un nouveau cadre substantiel sur la gestion transfrontalière. D'accord, donc là, à mon avis, Gilles, peut-être tu peux compléter. Oui, je ne veux pas chaque fois non, c'est pas juste la parole, mais c'est vrai que la Suisse a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a des instances qui existent, qui fonctionnent bien. On va fêter les 60 ans de la CIPEL au mois de mai l'année prochaine, donc on a déjà l'habitude de travailler en transfrontalier à l'international avec nos amis français, avec l'Adréal, avec l'Agence de l'eau.
Donc quand il s'agit uniquement de la qualité des eaux du Léman, la collaboration elle est parfaite. Je veux dire, on a un système d'observation que tous les lacs du monde nous envient, etc. On a des stations de recherche françaises et suisses qui bossent ensemble. Donc de ce point de vue-là, on sait faire. C'est pour ça qu'on voulait uniquement un accord cadre, parce qu'on ne voulait pas découdre la CIPEL pour la refondre dans un accord sur le Rhône. Donc l'idée, c'est de faire une commission plénière qui en fait convoque les instances existantes, obtient l'information, et puis s'il y a des manques ou des trous dans la raquette, comme on dit parfois, sur certains usages, et bien à ce moment-là, de discuter uniquement ce qui manque et pas ce qui fonctionne déjà correctement. Ça, c'est un peu le pragmatisme helvétique. Et puis peut-être juste pour livrer quelques secrets d'alcôve, même si je ne m'engage pas très loin, c'est que l'accord cadre, il est assez général. Et puis son article de principe, puisque dans chaque loi vous avez un principe de la loi, l'esprit de la loi, c'est d'adresser, c'est un anglicisme que je viens de faire, c'est-à-dire de traiter tous les usages. Et je vous le donnais mille, comme disait Coluche, vous avez d'abord tous les usages anthropiques, et à la fin, en tenant compte des besoins écosystémiques et de l'environnement. À un moment donné, on a essayé d'inverser, donc de retourner le gant en disant en tenant compte des éléments écosystémiques, donc les usages, et on est encore dans l'héritage probablement du Rhône au service de la nation. Donc on a d'abord les usages, et puis ensuite, évidemment, faire attention à ne pas perturber les prestations écosystémiques. Après, sur l'existence, sur le Rhin et le Danube notamment, on voit qu'on a aujourd'hui des commissions qui sont extrêmement abouties et qui ont un vrai impact sur la gestion à la fois qualitative et quantitative. Donc ça fonctionne bien. Le gros enjeu, en fait, parce qu'on a globalement, à l'échelle de la planète, il y a énormément d'organisations de bassins qui existent. Comment coordonner les États, les différents acteurs. On voit que ça fonctionne quand ces organisations elles ont des mandats clairs et des capacités d'action. Et c'est pas par hasard que le Rhin, c'est souvent un des cas qui est souvent mis en avant le plus possible, mais c'est aussi un cas où on trouve des États qui sont dotés de très fortes politiques publiques, qui ont des moyens financiers, qui ont des capacités à agir. Après, le problème, c'est quand on essaye d'exporter ce modèle tel quel dans d'autres contextes, en fait, qui ne sont pas forcément aussi bien équipés en termes de moyens financiers et de leviers politiques pour le faire. Donc on retrouve aussi beaucoup, souvent, malheureusement, des commissions internationales qui sont un peu des coquilles vides, qui sont là, qui existent, mais qui ne sont pas capables en fait, de vraiment influencer les processus à l'échelle transfrontalière. Mais pour le Rhin et pour le Danube, en l'occurrence, on a quand même des structures qui fonctionnent sur des modes opératoires basés sur du consensus. Donc le Rhin, on a des groupes de travail qui doivent arriver au consensus, qui amènent ensuite la thématique en assemblée générale, qui elle-même doit avoir un consensus pour la mise en application. Et puis après, le consensus, une fois que c'est décidé, bah, ça oblige les États à mettre en œuvre. Donc ça fonctionne. Mais c'est pas non plus la situation, ça a longtemps, arriver à ce degré de sophistication a pris du temps. C'est-à-dire qu'on a aussi eu beaucoup de conflits et de tensions, notamment entre la France, l'Allemagne, la Hollande, sur comment est-ce que la gestion devait s'opérer. Donc c'est aussi une longue histoire. Et peut-être que le Rhône, en fait, la dimension productiviste du Rhône, elle a pendant longtemps, en fait, pris le dessus et pas laissé forcément beaucoup d'espace pour cette histoire en coopérative puisse se faire de façon plus aboutie. Ce qui était un peu moins le cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que typiquement sur le Rhin, ça a fonctionné parce qu'on a eu une pollution énorme. On a eu l'accident de Koblenz, je ne sais pas exactement, un accident chimique monstrueux qui a pollué l'ensemble du lien fluvial, en fait, de Bâle jusqu'au nord de l'Europe. Donc là, c'était aussi un facteur déclenchant. Pour le Rhône, on n'a pas eu en fait, de facteurs déclenchants monstrueux qui ont vraiment mis ça sur la table, quelque part. Comme je disais tout à l'heure, les débuts d'événements problématiques ont été très bien gérés par le système actuel. Donc c'est un peu différent aussi, une perspective. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Après, sur les contrôles les applications des accords, là, c'est justement le travail que ces organisations de bassin doivent mener, notamment à travers la définition de plans d'action en commun. Et puis après, on a des indicateurs qui permettent d'évaluer l'évolution de ces cibles. C'est ce que fait la CIPEL, notamment beaucoup. Voir un peu, en fonction des décisions des États, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait.
Est-ce qu'on peut envisager la création d'un organisme Non, peut-être on peut passer à une autre question. Le groupe d'ici. Alors, vas-y, bien. Ah oui, pourquoi autant de dissonance entre les acteurs privés et publics pour défendre les mêmes intérêts de l'emploi? Oui, parce que... Plus fort, je répète. Peut-être expliquer d'où elle vient. Non, parce qu'on a dit qu'il y avait de la dissonance entre les acteurs privés et publics. Et la question, c'est est-ce qu'on sait identifier pourquoi il y a autant de dissonance entre les acteurs publics et privés? En fait, ce qui m'intéresse surtout dans la question, c'est la suite. Donc, pourquoi autant de dissonance entre les acteurs privés et publics pour défendre les intérêts du Rhône? C'est parce que pour l'instant, on ne parle pas tellement de défense des intérêts du Rhône. Pour l'instant, on a surtout des acteurs qui parlent, en tout cas sur les acteurs semi-privés qu'on peut trouver sur le Rhône, qui parlent surtout de la défense de leurs propres intérêts. Donc dans une logique productiviste, justement, d'assurer en fait leur stratégie de production industrielle. Et ça, c'est assez normal. Après, évidemment, on voit qu'au fil du temps, cette mission, elle a été un peu étayée. Sur le côté CNR, par exemple, avec ses missions d'intérêt général, ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est plus uniquement sur une perspective productiviste, mais on essaie aussi de développer des missions pour le bien commun autour de la gestion du Rhône. Après, ces missions ne vont pas restructurer complètement la façon dont on perçoit le Rhône. Mais elles ont quand même un intérêt d'ouvrir un peu le champ des possibles sur comment est-ce qu'on interagit avec le public. Autre question. En fait, on a besoin d'une clarification. Est-ce que la gouvernance du Rhône franco-suisse actuelle fonctionne bien et est-ce qu'elle est un bon exemple à l'échelle internationale? C'est une question très intéressante. C'est-à-dire que, de mon point de vue en tout cas, aujourd'hui, la gouvernance transfrontalière du Rhône, du point de vue opérationnel, fonctionne bien. C'est-à-dire que les acteurs ont leur mode opératoire, ils se connaissent bien, ils ont une culture de coopération qui est en présence. On voit que quand on a des situations de crise, les acteurs réagissent vite. Mais ça, c'est uniquement par la lacune opérationnelle. Donc c'est uniquement la perspective productiviste du Rhône. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un bien commun aujourd'hui quand on parle du Rhône. On parle d'un outil de production, encore aujourd'hui. Donc oui, ça fonctionne, mais c'est quelle gouvernance du Rhône? La question, c'est quelle gouvernance du Rhône on veut aujourd'hui? Et est-ce qu'on veut que cette vision productiviste elle perdure ou pas? Et est-ce qu'elle est un bon exemple à l'échelle internationale? Alors, ce qui est intéressant, très intéressant, en tout cas pour nous en tant que chercheurs, c'est que c'est un cas justement qui est totalement atypique. Et que c'est un exemple qui montre que le modèle de la Commission internationale n'est pas forcément toujours la panacée. Alors souvent, quand on voit par exemple les agences de développement ou la Banque mondiale, donc là on ne parle pas du Rhône, on parle de grands bassins, le Mekong, le bassin Sénégal, etc. On voit qu'on a des investissements massifs qui se font à condition qu'une organisation de bassin soit créée. Mais souvent, en fait, ce but un peu normatif d'une organisation de bassin, ça devient une coquille vide justement parce qu'on ne lui donne pas de mandat. On ne réfléchit pas à ce que l'on veut en termes de gouvernance. Donc nous, ça nous permet, en tant que chercheurs, de dire on a différents modèles qui fonctionnent. L'important, c'est de répondre à ce qu'est la vision du Rhône, d'un fleuve à une échelle régionale. Et c'est au cas par cas, du coup, chaque... C'est au cas par cas, mais la vision elle doit être co-construite. C'est un peu ça le message qu'on essaie de porter aussi dans nos travaux et dans nos publications, c'est que cette vision ne peut pas toujours être dirigée uniquement par un acteur particulier. Ou elle ne devrait pas, de mon point de vue. Peut-être un complément à l'international. Vous avez un fleuve qui est un tout petit peu dans le même cas que le Rhône, c'est le Saint-Laurent. Alors c'est un tout petit peu plus grand, n'est-ce pas? Les lacs qui sont en amont du Saint-Laurent sont un peu plus grands que le nôtre, puisque c'est à peu près 20% de la masse d'eau douce de la planète, en fait, dans les grands lacs américains. Et eux, ils viennent de fêter les 100 ans de leur organisme de coopération entre le Canada et les États-Unis, en fait, sur les grands lacs. Mais ils ont le même problème que nous. C'est pas parce qu'ils ont 100 ans de coopération que forcément ils vont résoudre tous les conflits très bien entre eux. C'est qu'ils ont aussi, à un moment donné, à la sortie de la dernière baignoire, donc du dernier lac, un élément qui permet de gérer la hauteur et puis ce qui se passe en amont. Et en amont, il faut gérer le phosphore, il faut gérer des problèmes de réchauffement, etc., d'espèces invasives. Et en fait, ils sont confrontés, comme nous, à des problèmes émergents ou à des usages qui évoluent. Et en fait, mon collègue de Montréal me disait on serait très intéressé de voir comment vous le faites sur le Léman avec la CIPEL pour pouvoir nous alimenter là-bas. Donc on se rend compte aussi qu'au niveau de la coopération internationale,
Il faut qu'on continue à travailler indépendamment de ce que chaque organisme de bassin cherche dans son coin. Et quand même dire qu'il y a des domaines qui s'influencent malgré le fait qu'on n'ait pas un accord cadre. Si la gestion sédimentaire est aujourd'hui exemplaire entre SIG, la CNR ou entre la Suisse et la France, c'est parce qu'à un moment donné, les missions d'intérêt public, la CNR qui visait à revitaliser le Rhône avec les vieux bras du Rhône, les Launes, etc. Évidemment, quand depuis la Suisse, on envoie des matériaux ou des charges sédimentaires élevées qui finissent par entrer en fait dans les Launes et de ruiner une partie de l'investissement de revitalisation que vous avez fait, vous êtes obligé en amont de coordonner, en tout cas sur ce point. Donc la gestion sédimentaire profite beaucoup de ces missions d'intérêt public et pas seulement des côtés productivistes. Hein. J'aimerais quand même dire que les choses, elles évoluent largement au-delà de la seule navigation, irrigation et gestion hydroélectrique, quoi. Mais il y a encore... Juste pour compléter encore sur les accords, je voudrais juste informer également qu'il y a une demande de personnalité juridique sur le Saint-Laurent, évidemment, qui est faite par l'Observatoire international du droit de la nature, puisque, effectivement, malgré les accords, tout ne semble pas aller aussi bien que cela. Ouais. Non, cette perspective productive, c'est encore très présente. Hein. Si on regarde un peu les exemples de bonnes pratiques qui sont souvent mentionnés, on parle aussi beaucoup du fleuve Sénégal, où on a effectivement un fleuve qui a permis aux États de coopérer pendant très longtemps. Mais cet exemple est beaucoup mis en avant, mais on ne parle pas beaucoup d'écosystèmes hein, quand on parle du fleuve Sénégal. On parle principalement d'activités agricoles, industrielles, mais assez peu du fleuve en tant que tel. Ça, c'est encore une dimension qui est peu présente dans les questions transfrontalières, voire pas présente. Oui. Je peux Fabio à SIG, moi je suis un peu choqué quand vous parlez d'opérateurs qui défendent leur propre intérêt, ce productivisme, parce que oui, on produit de l'électricité qui est aussi un bien commun au final, qui est aussi utile à la collectivité. Il n'y a qu'à voir dans cette salle, il y a une centaine de luminaires qui sont allumés, à mon avis il y en a au moins la moitié qui sont inutiles. Donc au final, il y a une demande qui est là, elle est probablement complètement exagérée, et probablement que la moitié de l'énergie qu'on produit, je ne dis pas à la poubelle, hein. C'est bien la réalité aussi. On regarde ces fenêtres, il y a un radiateur qui est au pied de chaque fenêtre, et du simple vitrage. Donc ces radiateurs, ils chauffent l'extérieur. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, finalement, qui est produite et est jetée directement. Comme la nourriture, comme les habits, comme... Non, non. Le sujet, c'est un opérateur public, 100% en main de collectivité publique, qui répond aux besoins de la population. Si ces besoins diminuent, on pourra produire moins d'énergie. On est de loin par là. Et donc le productivisme, il n'est pas comme ça dans l'intérêt des producteurs. Avant, on disait l'intérêt de la nation, c'est un peu des US, ça date des années 40, après la guerre, etc. Aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de la collectivité. Aujourd'hui, on mettrait le Rhône au service de la collectivité, pas le Rhône au service de la nation, dans ce contexte-là. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de mailler avec d'autres politiques, notamment les politiques énergétiques, ça, on se rejoint tout à fait là-dessus. Après, on regarde la perspective que l'on a aujourd'hui du Rhône, on ne peut pas nier quand même qu'on n'est pas sur un renversement de situation où le Rhône est perçu comme un objet à part entière à travers ses services écosystémiques et sa contribution à l'environnement naturel. Quand même, historiquement, même si je ne dis pas que le SIG est un acteur totalement égoïste, effectivement c'est un acteur qui dépend de la force publique, qui est aussi canalisé, ou bien qui est aussi en collaboration avec la force publique, mais néanmoins c'est un acteur hydroélectrique, et sa stratégie de production hydroélectrique. C'est son rôle. C'est son rôle, je ne critique pas, je dis juste qu'en regard de ce qu'est le Rhône aujourd'hui, on a historiquement une influence de ce type d'acteur sur ce que le Rhône est plus en place. Et là, SIG, je trouve que joue son rôle aussi, dans le sens qu'on a des politiques de promotion des économies d'énergie. Quelque part, on travaille contre l'intérêt basique d'un producteur qui serait de vendre de plus en plus, mais on ne fait pas du tout ça. On a mis en place à Genève des politiques en collaboration avec l'État d'économie d'énergie qui ont fait qu'on a réussi à ne pas augmenter la consommation malgré que la population a explosé, à peu près jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va continuer à augmenter, forcément. Voilà. Ok. Peut-être qu'on peut passer à cette question-là de second, pour dans la continuité. Qui veut bien l'expliciter? C'est absenté, je pense. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais? Ouais, c'est bien. Ou Manu? Celle-ci là, parce que... oui, alors peut-on imaginer un système 100% droit public avec une démarche citoyenne pour la gestion transfrontalière? Comme exemple, on avait sorti une assemblée
citoyenne transfrontalière, donc franco-suisse, assistée par un comité d'experts neutres, comme notre des questions et des réponses. On ne peut pas aller chercher très loin, en fait on a repris l'Assemblée populaire et le Congrès pour répondre aux questions transfrontalières en éliminant, on va dire, tout ce qui est acteurs et intervenants étatiques et privés. En éliminant acteurs étatiques et privés. Oui, pour retravailler seulement sur l'échelle du bassin rotatif. D'accord. Ouais, très bien, merci. Alors sur le système 100% public, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le cas du Rhône, c'est quand même un cas à part. C'est-à-dire que ce régime de concession, c'est pas un régime qu'on retrouve dans énormément de fleuves transfrontaliers. Alors on a des acteurs qui interviennent point par point, mais néanmoins, typiquement sur le Rhin, on voit qu'on a une force publique qui est beaucoup plus en présence dans la régulation. Donc passer sur un 100% droit public, oui, j'imagine que c'est faisable. Sur une démarche citoyenne, alors là il y a toujours un peu un trade-off. Et c'est un trade-off qu'on trouve dans de nombreux aspects de la gouvernance de l'environnement et des processus participatifs, du fait qu'à un moment donné, il faut quand même produire des arbitrages. C'est-à-dire que la gestion de l'eau, la gestion transfrontalière de l'eau, c'est un équilibre entre des usages qui sont rivaux sur la ressource. Donc il y a des choix qui doivent être faits et qui doivent être opérés indéniablement. Donc la question qui se pose, c'est la durée en fait du mécanisme décisionnel et aussi la force juridique de ce mécanisme. C'est-à-dire que les États sont quand même bien utiles pour dire, sur la base de ma capacité juridique, je peux faire un arbitrage et faire un choix entre tel et tel usage. Après, la nature du choix, elle est discutée, ça c'est une question politique. Dans le cas, elle peut dire, je vais faire un arbitrage, je considère que cet usage-là est plus important que celui-ci. Si on avait 100% un processus participatif pour le faire, on peut se demander quelle serait la temporalité du processus de décision. Et ça, c'est toujours un enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même, pour la gestion du fleuve, se mettre autour de la table et prendre des décisions. Et ça, c'est toujours un peu un trade-off qu'on a entre ouvrir complètement le processus participatif, et puis après, les contraintes opérationnelles qui font qu'à un moment donné, on doit quand même réussir à faire revenir l'ensemble possible vers un set de décisions. Et là, la force publique est quand même utile pour le faire, en termes de légitimité, de capacité d'action et de capacité de mise en œuvre. Force publique. Je pense qu'on avancera un peu dans les ateliers cet après-midi, parce qu'on pourrait déjà commenter à peu près tout ce qu'on va discuter dans les ateliers. Il est vrai que si aujourd'hui vous partez du point de vue qu'il y a une vingtaine d'usages sur lesquels on attend de nos élus et des fonctionnaires qui reçoivent un salaire de la part des contribuables d'arbitrer ces 20 usages, moi je peux vous témoigner, parce que je ne suis pas dans cette politique publique depuis très longtemps, ça fait que 7 ans que je travaille à cette politique publique-là, les 20 usages ne sont pas tous au même niveau ni juridique dans la base légale. Donc si vous regardez la base légale suisse, genevoise ou française, vous avez des usages dominants, il y a des usages qui ramènent un revenu aux collectivités, si ce n'est pas la nation, au minimum aux collectivités locales, et puis tous les usages qui ne sont pas monétaires, prenons la baignade en Suisse, c'est encore pas trop le cas en France, ça coûte, ça ramène de l'argent à personne. Est-ce qu'à un moment donné, l'hydroélectricité doit céder la place à la baignade, et puis on doit arbitrer des conflits de sécurité, des choses comme ça. Et ça, c'est pas une assemblée populaire qui va le faire, probablement. La sécurité civile, par exemple, au droit d'un barrage, il y a plein de questions qui se posent à l'aval d'un barrage, et ça, on ne peut pas, évidemment, le faire porter à un groupement de citoyens qui ont confié cette responsabilité à l'État. Donc voilà, pour dire juste 2-3 éléments, mais on y reviendra cet après-midi très volontiers. Mais puisque j'ai la parole, juste encore dire une chose, on a dit que Saint-Laurent cherchait à obtenir la personnalité juridique. Il faut savoir que dans le dernier plan d'action de la CIPEL, donc là on parle du Léman, il y a une action sur les 27 actions qui vont nous employer entre 2021 et 2030, c'est explorer la possibilité de donner une personnalité juridique au lac Léman. Donc ça, il faut que vous le sachiez, les panélistes, parce qu'évidemment, si on donne une personnalité juridique au Rhône, est-ce que ça inclut le Léman? Parce que le Léman est un truc différent du Rhône, ou est-ce qu'au contraire, le Léman est totalement lié, évidemment, à la destinée du Rhône, ce qu'on a tendance à penser, même si les Genevois ont le robinet, et puis non pas Madame Sommaruga. Par contre, le rôle d'aspect civil peut être déterminant sur les dynamiques de coopération. Une des questions notamment en lien avec pourquoi la CIPEL a fonctionné, c'est parce que dans les années, on a eu énormément de mouvements d'aspect civil qui a poussé aussi pour l'établissement à l'agenda. Et c'est vrai que sur le Rhône, on a quand même eu
par la force des choses, hein, aussi un désengagement en fait, des riverains par rapport à l'histoire de ce fleuve, et une histoire qui doit être refaite aujourd'hui. Pour le Léman, c'était un peu différent. Peut-être pour les intervenants de cet après-midi, ne spoilez pas ce que vous allez raconter, ou pas tout, quoi. Ah oui, d'accord. Peut-être dans ce groupe-là, peut poser cette question et expliciter d'où elle vient, oui. Parce que c'est presque en lien avec ce qu'on disait. Donc, est-ce qu'on peut envisager la création d'un organisme franco-suisse qui serait vraiment décisionnaire pour gérer les intérêts du Rhône? En gros, une sorte de super CIPEL, entre guillemets, voilà, est-ce que ça peut être envisagé? Alors, c'est un des scénarios que l'on a proposé, sans aller jusqu'à la capacité régalienne. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais, à mon avis, et on ne l'a pas d'ailleurs dans les autres cas, des commissions internationales qui sont en capacité d'imposer un rôle de police. Ça n'existe pas. On s'appuie toujours sur les cas politiques des États pour la mise en application et le contrôle des usagers. Par contre, bah oui, on peut l'envisager. Après, enfin, d'un organisme en tout cas franco-suisse très intégré, on peut l'envisager. Après, comme le disait Gilles tout à l'heure, la question c'est ne pas réinventer la roue. Et on a une CIPEL qui est là, qui fonctionne très bien. Quelles sont les lignes du Rhône, quelles sont les lignes du lac, comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Donc typiquement, nous, on a fait des scénarios qui sont assez un peu caricaturaux en fait, parce que ce qu'on voulait, c'était surtout donner des clés de lecture. D'accord, donc on allait jusqu'à l'extrême. Donc la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman à la manière du Rhin, c'est un des extrêmes. Mais après, évidemment, mettre en place ce genre de structure, bah, ça a aussi, il y a aussi des enjeux derrière, hein, des enjeux de temps. On voit que la CIPR, ça a pris des dizaines d'années avant que ça fonctionne très bien. Des capacités financières, il faut que les États soient d'accord d'investir autant en termes de structure institutionnelle, des capacités humaines, pour mettre en musique tout ça. Donc nous, notre message, c'était de dire qu'il existait en fait tout un panel en fait de situations intermédiaires qu'on pouvait adopter. Et dans les faits, si vous regardez ce qui s'est passé dans d'autres bassins, souvent on voit un peu un voyage entre ces différentes options qui aboutissent à quelque chose de très intégré avec le temps. Mais par exemple, une de nos propositions, c'était de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de formaliser un observatoire scientifique sur la gestion du Rhône, franco-suisse. Et déjà ça, on voyait que c'était un peu compliqué. Avec l'idée de dire, on ne parle pas de politique, on parle simplement de compréhension de ce qui s'y passe, mais au moins on a déjà une première structure qui est formalisée. Et après on peut de là avancer à autre chose. Donc la création d'un organisme franco-suisse décisionnaire, je pense que ça va un peu loin. Par contre, après, l'étendue du possible, ça c'est aux politiques de décider, c'est aux autorités publiques. Mais il y a une large palette d'options qui peuvent être imaginées sans forcément aller à l'organisation de bassin. Peut-être juste encore un témoignage. C'est vrai que souvent vous faites une commission qui a comme but de surveiller scientifiquement en fait, l'évolution d'un milieu. C'était le cas pour la CIPEL, il fallait absolument réduire le phosphore, donc on s'est concentré sur les indicateurs de qualité de l'eau par exemple. Et pendant de nombreuses années, on a eu le nez dans le guidon que sur cette thématique. Et à un moment donné, quand on a résolu cette thématique, on dit bon, bah, on fait quoi? Est-ce qu'on dissout la commission ou est-ce qu'on passe à autre chose? Alors certains se sont dit, bon, on pourrait s'occuper de la quantité des eaux du Léman. Ah non, parce que là, après, ça va toucher à la question du Rhône. Donc restons sur la qualité. Mais après, donc ça veut dire que la CIPEL, elle a comme rôle de faire des recommandations aux différents partenaires, aux différentes parties prenantes, mais surtout aussi à des niveaux qui existent autant en Suisse qu'en France, c'est les municipalités. Donc la CIPEL, en fait, adresse un certain nombre de recommandations à des niveaux infranationaux ou infrarégionaux qui sont importants. Parce que souvent, et d'ailleurs en France, vous avez vécu cela, la compétence dans certaines thématiques de gestion de l'eau, elle a descendu au niveau des collectivités, communautés de communes. Et en fait, nous, souvent, on travaille plutôt avec elles qu'avec l'État français. Donc pour améliorer la qualité de l'eau, c'est plus les communes ou les intercommunalités qui ont un rôle. Et les recommandations, elles sont importantes pour ces intercommunalités, indépendamment de ce que fait l'État français. Donc ça, c'est aussi une manière d'avoir de l'efficacité. Puis deux, il a fallu à un moment donné admettre qu'on avait un rôle à jouer, non pas sur le plan régalien, mais sur le plan de la gouvernance, en racontant une histoire qui donne envie à tout le monde. Donc ces commissions, elles ont aussi un rôle de communication qui est important. Et la plupart du temps, on s'arrête au rôle scientifique et on oublie de communiquer. Mais quand vous avez une pollution sur le Léman, et puis vous avez un journaliste qui essaie de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que la population craint des problèmes,
et ben vous avez 5 téléphones, un en Haute-Savoie, un en Valais, un dans le canton de Vaud, un à Genève, un à Paris, etc., un à Berne. Vous avez 6 messages différents. Si la CIPEL peut adresser un seul message, c'est pas grave, c'est pas une algue qui pose des problèmes toxiques, c'est quand même mieux que d'avoir 6 messages en fait de gens qui interprètent les choses autrement. Donc vous pouvez faire jouer à ces commissions des rôles très importants pour raconter une histoire qui donne envie et qui parle du Rhône en l'occurrence ou qui parle du Léman. Voilà aussi pour dire qu'en tant que fonctionnaire, je pense que mon rôle c'est aussi de raconter des choses qui sont largement pas dans le cadre légal ni dans le régalien. Donc c'est aussi le rôle d'une autorité publique, c'est de proposer en fait un message qui fait du bien à tout le monde. Et on voit que ces organisations de bassin sont intéressantes parce que c'est des instances de coopération régionale qui sont parfois, qui vont un peu en dehors des processus diplomatiques, ce qu'on appelle première track one, on dit en anglais, c'est vraiment les processus ministre-ministre, président-président. Et ces processus régionaux sont tout autant importants. Il y a des cas, par exemple en ex-Yougoslavie, où dans un contexte de post-guerre, l'établissement d'une commission a permis aux États de parler la même langue très rapidement, en fait, autour d'un objet commun. Donc c'est pas seulement de la politique publique, de l'investissement, comme le dit Gilles, c'est aussi l'idée d'avoir un narratif commun, une vision commune d'un objet partagé. Ok. Peut-être cette question... Avez-vous scénarisé l'impact sur l'économie de considérations autres que productivistes? En fait, vous avez expliqué qu'effectivement, la vision était surtout productiviste. Je voulais savoir si vous avez travaillé... Non, on ne l'a pas fait. Malheureusement, on avait un projet sur 36 mois avec déjà passablement de travail. On n'a pas pu le faire, simplement. C'est aussi appel à des compétences qu'on a. Donc on ne l'a pas fait. Ok. Ici. Du coup, c'est les interactions droit privé, droit public et leurs acteurs sont-elles à l'origine de l'inertie entre le début des démarches scientifiques et politiques? Dans le sens comment ça marche, et y a-t-il une inégalité entre les accords? Est-ce que vous pouvez me développer la question? Je ne suis pas sûr de la comprendre. On avait évoqué le fait que le début des démarches scientifiques avait commencé en 2040, donc l'accord. Sur le projet, oui. Ouais. 2012. Ouais. 2012, donc l'accord est arrivé en 2022. Et ensuite, il y a toute la partie avec le droit privé, entre les différents acteurs. Est-ce que ces différentes interactions et ces différents allers-retours, c'est vraiment ça qui est à l'origine du fait que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un moyen d'aller Oui, c'était surtout, je complète, donc j'avais posé la question, il y a des acteurs privés, les deux, la CNR et le SC. Voilà, et je demandais dans quel sens ça marche. Je veux dire, est-ce que c'est le privé qui... il y a des droits publics, des droits privés. Dans quel sens ça fonctionne, la gouvernance, elle va dans quel sens, voilà. Alors, d'une part, ce n'est pas des acteurs privés au sens propre. Les établissements publics autonomes qui sont détenus en majorité par la force publique. D'accord? Mais qui, quand même, dans le cadre de leur mission, ont une capacité d'action pour la définition de leur propre stratégie de production. Ensuite, ces acteurs-là, ils sont contraints par des accords de droit public. Typiquement, ils signent un contrat de concession pour l'opération d'une infrastructure pour laquelle ils ont une responsabilité. Et ça, c'est cadré en fait, par l'interaction avec la force publique. Donc, ça reste une gouvernance qui vient du haut, je dirais, avec des cadres qui sont bien définis. Et puis après, des opérateurs qui ont ce mandat pour la mise en application. J'avais posé la question parce qu'il y en a deux acteurs. Est-ce que ça sera toujours les mêmes ou est-ce qu'il peut y en avoir des, ça, c'était la grande question. Nouveaux Ça, c'était la grande question pour la CNR au moment en fait, de la renégociation de la concession. C'était de dire qu'est-ce qui se passe si on change d'opérateur en fait. Après, dans les faits, c'est extrêmement difficile de changer d'opérateur. Surtout quand on parle de concessions qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Parce qu'on a un opérateur qui connaît le système, qui a construit les infrastructures, on a aussi tout un tissu d'employés qui collaborent très bien de part et d'autre de la frontière, qui se connaissent. Donc c'est très difficile de changer. Mais la discussion a quand même été ouverte à ce moment-là. Quelque part,
est obligé de vivre avec et on ne peut pas s'en passer. Donc il ne faudrait pas non plus qu'on leur tire dessus en disant bah, voilà, c'est le côté industrie, c'est que du négatif. Bah, il faut quand même, on ne peut pas s'en passer, quoi. Je veux dire, il va falloir faire avec et se mettre autour de la table. Et voilà, mais voilà, c'est ce côté, ce qui m'embête un peu, c'est que... Voilà, de mon point de vue, c'est pas tant qui est bien, qui est mal, c'est plutôt de définir, sur la base d'un processus co-productif et d'inclusion des différentes perspectives, une vision commune. Oui. Et historiquement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un processus tel que celui-ci pour le Rhône. Et pour l'accord cadre, on ne l'a toujours pas. Donc pour moi, le problème, il réside là. C'est-à-dire que d'avoir des opérateurs qui soient impliqués dans la gouvernance transfrontalière du Rhône, c'est très bien. On a besoin de gens qui soient aux manettes pour faire marcher tout ça. Mais par contre, il faut une vision commune du Rhône aujourd'hui et de l'avenir du Rhône également. Et ça passe par des processus tels que les menés ici, qui ne sont pas faciles à mener, mais qui sont nécessaires. Ok. Alors, on a répondu à toutes les questions principales. Il en reste évidemment quelques-unes. Peut-être juste de dire que la question de quelle est la balance énergétique Suisse-France et importation-exportation, ça c'est peut-être une question pour des QDR. Il y en a une autre aussi, définition du mot gouvernance, ça peut aussi être une question pour des QDR. D'après ce que je vois, il y en a deux qui sont un peu proches et tu as un petit peu répondu à moitié. Y a-t-il une consultation citoyenne avant la signature d'accord et en lien avec aussi comment le citoyen peut être impliqué au niveau décisionnel prendre un bien commun? Ça c'est au cas par cas, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facto une consultation citoyenne avant la signature d'un accord, pas forcément. Et puis après l'implication, tout est accéléré. La modalité d'implication au niveau décisionnel, tout est accéléré. Il y a beaucoup d'exemples qui existent, mais tout est accéléré souvent au cas par cas. Ça répond à votre question un peu, comment le citoyen peut être impliqué au niveau décisionnel? Après, mon groupe l'a posé la question. Après, moi, je modérerai un peu parce que moi, personnellement, je me sens pas assez... je suis pas assez douée, je connais pas assez les sujets pour aller dicter certaines règles. Enfin voilà, je me sentirais pas très à l'aise d'aller être concertée sur des sujets que je maîtrise pas du tout. Et voilà, je préfère qu'il y ait des professionnels raisonnés et voilà, qui se mettent autour de la table et qui s'entendent. Mais voilà, moi je me sens pas capable de... Mais c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Comment? Et l'autre. Oui, ça peut être. Il faut peut-être quand même préciser qu'il y a des choses qui se passent, on n'est pas en rapport avec cette vision commune qui manque encore, c'est-à-dire on n'a pas discuté, arbitré avec tous les partenaires, tous les usages du Rhône, tous les services que le Rhône veut bien nous rendre. Ce serait ça en fait le retournement de gants qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est en quoi le Rhône, à qui on demande énormément de choses, est encore bien d'accord et en capacité de nous offrir ces services. Parce qu'à un moment donné, évidemment, l'hydroélectricité, on en aura besoin, surtout si on se passe d'autres énergies. Mais est-ce qu'on sera en capacité, encore en 2100, d'offrir la même prestation avant d'avoir fait les économies que Fabio mentionnait? Donc pour un cas qui est la gestion sédimentaire, puisqu'on est dans le cadre d'un accord cadre signé entre les deux États ou entre les deux régions concernées, la dernière fois, ça s'est passé sous l'égide du préfet de l'Ain, qui en fait, avant de prendre la décision, a convoqué tous les acteurs de la société civile. Quand je dis tous, je ne peux pas être certain que tous avaient été convoqués, mais ceux qui avaient quelque chose à dire sur le fonctionnement de la pêche, sur le fonctionnement des écosystèmes, des loans et tout ça, ont été convoqués à un certain nombre de séances au préalable. Ensuite, il y a eu un accord. Ensuite, quand il y a eu la première opération, il y a eu un bilan fait par le préfet devant les partenaires de la société civile. Donc tout ça, progressivement, ça se passe, mais de manière bilatérale. Donc il y a quand même des choses qui évoluent. On parle évidemment de l'écosystème fluvial, pas seulement de la productivité. Et puis, on a plutôt entendu une société civile qui était content déjà, qu'on les ait écoutés, deux, qu'on ait des réponses à des questions qui jusque-là étaient restées sans réponse, et trois, il reste des insatisfactions parce qu'il y a toujours un impact, mais celui-là, on essaye de l'optimiser au fur et à mesure des opérations. Donc il y a quand même en bilatéral des choses qui se passent, mais, pas une discussion de la vision commune encore. Et c'est aussi le résultat de l'évolution du droit, qui a poussé vers l'ouverture de processus participatifs. Tu veux préciser la question peut-être?
Voilà, c'était à ma table, mais c'est pas forcément moi, donc je regarde un peu la base, parce qu'on a fait beaucoup de temps pour la reformuler, mais il me semble que c'était aussi comment est-ce que les citoyens peuvent, entre guillemets, s'engouffrer, est-ce qu'il y a une porte pour entrer, est-ce qu'il n'y a pas un recours, alors ça, on est obligé. Sur l'accord cadre. Pour l'accord cadre. En général, sur les... Ouais, alors là, vraiment, je parle sans filet, plutôt en fonction de mes désirs personnels, excusez-moi, mais je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on doit oser dire. Le jour où on a une commission globale qui convoque en fait tout le savoir-faire des instances existantes, à un moment donné, elle va peut-être s'approcher d'une vision commune ou alors d'arbitrage plus ou moins serré, plus ou moins conflictuel. Mais je pense qu'au minimum aujourd'hui, ce qu'on doit, c'est ce qu'on a essayé de faire à la CIPEL. Ça ne marche pas encore très bien, c'est que chaque fois qu'on a une réunion plénière, on invite la société civile en fait à partager les résultats de l'année, c'est-à-dire comment va le Léman, l'état de santé du Léman, et puis on a les partenaires associatifs, etc. Après, vous évitez jamais le fait qu'il y ait 3 groupes d'intérêt qui captent la parole, comme moi je le fais maintenant, excusez-moi, pour parler de leur truc. Pourquoi le Corégone va mal? Alors à chaque séance, vous avez la question sur le Corégone et vous avez tous les gens de la société civile qui s'ennuient parce que vous avez une discussion entre le technicien de la pêche et puis le fait que le Corégone, on n'a pas encore trouvé le facteur qui faisait que ça allait mal pour cette espèce de poisson. Donc il y a aussi ce genre de biais à un moment donné, quand vous invitez à une assemblée toute la société civile, vous avez quand même certains partenaires qui dominent. En général, c'est l'agriculture, en général, c'est la pêche. Donc en général, c'est les partenaires de la production primaire. C'est rarement le citoyen urbain, le baigneur ou celui qui fait de l'aviron, quoi. Voilà, juste pour donner des exemples aussi du discours qu'il faut avoir entre les usages. Par contre, dans les sportifs, ce sont toujours les sportifs. C'est eux qui détectent les problèmes sur le Rhône. On a encore le temps pour juste quelques petites questions. Je regarde les votes que vous avez faits pour... J'ai l'impression que là, il y a pas mal de votes, enfin 3. S'il y a un problème sanitaire concernant l'eau du Rhône, qui est responsable? Qui sera en charge de régler le problème? Ça dépend. Genève, ce sera le canton de Genève, a priori. Quelle est la responsabilité? Oui, alors à moins qu'on ait trouvé le coupable. Oui, c'est un coupable qui aura résoudre le problème. Mais tant qu'on a une pollution sans mèche, comme on dit, eh ben, évidemment, la responsabilité revient à la force publique de trouver une solution. Donc vous avez eu la discussion sur les PCB sur le Rhône, qui a pris beaucoup de place il y a une quinzaine d'années. Le mercure, ces questions-là. Et en fait, le premier niveau, c'est de suivre la prégnance en fait, de cette pollution. Et quand vous passez en dessous des normes, eh ben, de surveiller les pollutions aiguës, comme on dit. C'est-à-dire, tout à coup, si un perturbateur vient embêter tout le monde, ben, on lui tombera dessus. Mais l'exemple d'Arkema à Lyon, par exemple, qui balance du bifluoré, c'est identifié, c'est pas pour autant que l'usine elle arrête de fonctionner parce qu'on en a besoin. Heureusement, c'est pas dans mon cas. Mais pour l'espace transfrontalier, par contre, ces questions de pollution, elles sont super intéressantes parce qu'elles montrent aussi les façons différentes d'agir d'un État à l'autre. Et ça, c'est un enjeu qui est assez important sur un espace partagé comme le Léman, par exemple. La gestion des micropolluants, vous avez en fait des instruments de politique publique qui diffèrent de par exemple de la frontière. En Suisse, on dit on va travailler à la sortie des infrastructures, on va ajouter des filtres sur les infrastructures. En France, on dit on va changer le comportement des usagers. Alors, je ne dis pas que l'une ou l'autre des politiques est mieux que l'autre. Ce que je dis, c'est juste qu'on a un bassin qui est partagé et la nécessité de mettre en musique ces différentes approches d'un même problème. Et ça c'est assez intéressant. Normalement, évidemment, même si on a besoin d'un certain type d'industrie, vous avez deux manières quand même de faire un bras de levier qui n'est pas trop brutal. Vous pouvez proposer ce qu'on appelle un autocontrôle à l'entreprise. Donc c'est à l'entreprise de vous proposer le process qui fait qu'ils vont l'intégrer dans le fonctionnement financier et comment dire, industriel. Donc ça, normalement, c'est le minimum que l'État doit faire. C'est de dire, ok, nous, on ne va pas vous imposer une solution, mais proposons bref, excusez-moi. Et puis après, il y a un deuxième truc important, et là, franchement, je veux dire, c'est un hommage à Elisabeth Hérault, présidente de la CNR. En tant que patronne d'entreprise, elle n'a pas arrêté d'haranguer, en fait, tous les patrons d'entreprise au bord du Rhône pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc ça veut dire que la CNR peut aussi jouer un rôle en prestation publique
puisque c'est 51% de capital privé, la CNR, et 49% des territorialités. Elle a un rôle, c'est-à-dire nous sommes gestionnaires du Rhône, mais si vous voulez que le Rhône remplisse ses prestations, vous avez aussi vos responsabilités, mes chers collègues capitaines d'entreprise. Voilà, donc hommage à cette dame qui a effectivement quitté la scène. Ok, il nous reste 3 minutes. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont un peu proches. Comment se joue la diplomatie entre les deux pays? Par exemple, la différence de discours du ministre des Affaires étrangères en Suisse et à l'étranger. Et peut-être que c'est un peu en lien, mais vous me direz peut-être que je me trompe. Comment communiquent les États français et suisses avec les différents acteurs de gouvernance du Rhône? Alors effectivement, j'ai mentionné ce décalage qui existe, qui est très intéressant, notamment sur la politique étrangère suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les affaires étrangères suisses, elles ont un programme extrêmement important sur les questions d'eau qui s'appelle Blue Peace, donc la paix de l'eau, qui finance directement mon labo, donc je suis très content, mais avec vraiment cette idée de l'eau comme un levier de paix et de coopération. Et souvent, en fait, la Suisse, quand elle est à l'étranger, dans des processus de pré-négociation, bah, elle utilise le cas du Rhin, elle utilise le cas du Pô. Et moi, je suis toujours le premier à leur dire, mais si vous parlez un peu du Rhône, où est-ce que vous en êtes? Et ça, ils ne le font pas. Donc il y a quand même un peu cette vision un peu assez intéressante et d'un usage stratégique des bassins qui les arrangent ou qui les arrangent pas. Mais ça résulte aussi en fait de cette pensée en silo, du fait qu'au sein même de l'administration publique, les organes ne discutent pas beaucoup, pas forcément. C'est-à-dire que les affaires étrangères vont avoir une perspective affaires étrangères, promotion de la position suisse à l'étranger, mais ne vont pas forcément parler avec l'Office fédéral de l'environnement ou de l'énergie, qui ont eux une vision très différente en fait des enjeux. Et sur la négociation du Rhône, si je ne me trompe pas Gilles, c'est l'Office fédéral de l'environnement qui a été impliqué, principalement, ce qui est aussi intéressant, puisque les énergéticiens n'étaient pas, ont certainement été consultés, mais n'étaient pas, en tout cas, pas au manuel de la négociation. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Et c'était quoi l'autre question du coup? C'était comment communiquent les États français et suisses avec les différents acteurs de gouvernance? Alors ça c'est Gilles qui peut nous répondre là-dessus. En tout cas sur la compétition partie suisse. Les deux États avec les acteurs. Ouais. Comment est-ce que dans le cadre de l'accord cadre justement la position ça rejoint ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas commencé, mettons, à savoir ce dont on voulait parler, quelque part, l'exemple yougoslave, je ne sais pas si ce mot s'utilise encore, mais comment dire, le fait que des Bosniaques, des Serbes qui étaient en guerre il y a peu de temps arrivent à faire une commission autour d'un fleuve transfrontalier devrait nous inspirer parce qu'eux, ils ont d'abord commencé par faire un système d'information sur l'hydrologie du fleuve. Donc ils ont commencé par une dimension scientifique, ils ont monté un système pour dire est-ce qu'on parle tous de la même manière des bons débits. Sur le Rhône, on a plusieurs modèles. J'entendais dernièrement que l'agence de l'eau avait 10 modèles pour essayer de prévoir en fait l'évolution du Rhône. Je ne sais pas si vous en ont parlé quand vous avez fait l'assemblée à Lyon. Mais tout récemment, ils nous ont donné les premiers résultats. Je sais qu'il y a d'autres modèles à SIG, il y a d'autres modèles dans les écoles polytechniques. Et donc, il faudrait d'abord savoir si on est d'accord entre nous sur un certain nombre de paramètres de base, avant de communiquer évidemment avec les gens. Mais si entre nous, on s'envoie de la fumée ou du brouillard dans la figure, justement parce qu'on n'ose pas dire quel est vraiment l'enjeu supérieur de l'accord ou de la négociation, eh ben, on n'est pas encore capable de s'adresser correctement aux acteurs et de communiquer. La CIPEL peut le faire aujourd'hui après 60 ans d'existence, mais je crois qu'en France, vous êtes assez habitués à un autre élément sur la thématique de l'eau qui s'appelle les clusters. Donc les clusters mélangent des collèges d'entreprise, des collèges de collectivités, des collèges de recherche. Il y en a un qui a été créé à Évian, donc le cluster eau d'Évian. Et souvent, les entreprises ont une capacité de développer la thématique de l'eau plus rapide que l'institution. Donc si la CIPEL roupille, si la CIPEL s'endort, on va avoir en fait d'autres partenaires qui vont commencer à communiquer avec les acteurs, qui auront, j'espère même, un succès qui est peut-être meilleur que le gouvernement ou bien les instances. Et donc ça devrait vraiment nous piquer au derrière ou nous piquer au vif pour dire bah là il faut qu'on améliore la performance de discussion entre les États, sinon on ne sert à rien. Voilà, donc juste pour ne pas répondre à la question, mais vous donner quand même des pistes. Ok, merci. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.